Bien, j'arrive au terme de notre réunion, après des interpellations toutes différentes et en même temps qui vont dans le même sens. C'est-à-dire le devoir que nous avons de bien loger et de bien traiter toutes les familles en France. Et nous avons besoin, je le disais, de toutes les catégories de logements. Il y a, et c'était le représentant ici de Nexity qui nous le rappelait, il y a une demande très forte d'accession à la propriété. Souvent, à la veille d'échéances électorales, des candidats évoquent l'augmentation souhaitable du nombre de personnes propriétaires. Aujourd'hui, ce chiffre n'a quasiment pas varié. En gros, 55% des Français sont propriétaires de nos logements. Ça ne veut pas dire que ce soit des logements confortables, attention. Il y a aussi, nous le savons, des propriétaires de logements insalubres, de logements dégradés. Il y a des copropriétés, Claude Guillain pourrait en parler, qui sont dans des états bien pires que beaucoup de constructions sociales. Et parfois, il n'est plus possible dans ces copropriétés de faire les moindres travaux parce que les résidents n'en ont plus les moyens ou parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc nous avons à la fois à améliorer le parc du logement privé et à favoriser un certain nombre de travaux, et nous avons besoin aussi de logements neufs et donc de la promotion immobilière. Comment l'encourager, comment l'inciter pour qu'elle fournisse des biens immobiliers accessibles au plus grand nombre? Première idée, c'est de recentrer les dispositifs fiscaux sur des biens immobiliers qui pourraient être proposés ensuite à la location, mais à des conditions de loyer qui seraient fixées par un accord entre l'État et les promoteurs. Deuxième idée, c'est de garder une TVA à taux réduit, mais bien sûr dans les lieux de la politique de la ville. Nous devons encourager la promotion immobilière là où il y a déjà beaucoup de logements sociaux. Parce que il y a des communes qui ne font aucun effort en matière de logements sociaux. Ces communes-là doivent être pénalisées parce qu'elles ne font pas leur part, elles ne prennent pas leur part de la solidarité pour la mixité sociale. C'est ce qu'on appelle la loi SRU. Bien, nous ferons en sorte que dans les communes où il n'y a pas 25% de logements sociaux, il y ait des pénalités supplémentaires, nous avons dit multipliées par 5. Mais à l'inverse, il y a des communes où il y a beaucoup de logements sociaux. Et on ne va pas demander à ces communes, Creil en particulier, mais il y en a d'autres, on ne va pas demander à ces communes de faire encore davantage de logements sociaux. Ce qu'on doit essayer de favoriser, c'est la présence de logements neufs, d'accession à la propriété avec des partenaires privés qui viendront y investir. J'étais ce matin à Vaux-en-Velin, qui était une ville qui était jusqu'à présent considérée comme une ville où il y avait eu un certain nombre de tensions. Eh bien, les promoteurs se sont installés aussi. C'est pas Nexity, c'en est d'autres, mais Nexity y est aussi. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Parce qu'une partie de la population qui n'habitait pas cette ville vient y résider parce qu'il y a des biens immobiliers qui sont proposés à des prix accessibles. Et c'est ainsi que l'on fait de la mixité sociale. Et donc, nous réserverons la TVA à taux réduit dans les lieux de la politique de la ville. Enfin, il y a les prêts à taux zéro, qui était une belle initiative, puisque ça permet à des personnes de catégorie modeste, de classe moyenne, de pouvoir, grâce au prêt à taux zéro, disposer de l'apport initial et de pouvoir demander un crédit pour le reste du prix. Nous allons augmenter le montant des prêts à taux zéro et abaisser le plafond, de façon à ce que ce soit vraiment les classes moyennes et les classes populaires qui puissent demain accéder à la propriété.
Ensuite, il y a eu une brève question sur un sujet très important, quel est le logement des jeunes. Aujourd'hui, j'en fais encore, et j'en suis désolé, le constat, l'État se désengage du logement pour les jeunes. Aussi bien pour le logement étudiant que pour le logement social dédié aux jeunes. La meilleure preuve, c'est qu'il y avait des crédits qui étaient prévus dans des comités locaux qui permettaient justement l'accès au logement des jeunes, et ces crédits ont été amputés. Comment faire? Remettre sans doute la présence de l'État au niveau souhaité, mobiliser les collectivités locales, en l'occurrence plutôt les régions. Mais nous pouvons aussi permettre à des jeunes d'accéder eux aussi à l'autonomie, à l'indépendance, en devenant locataires, sans que leurs parents soient obligés de fournir une caution impossible aujourd'hui. Et donc nous créerons. Et ce sera d'ailleurs l'une de mes premières décisions après le 6 mai, enfin, si ça se passe comme il est prévu. Un décret suffit. Bien sûr qu'il va falloir mutualiser, parce que il y a des locataires qui ne paieront pas nécessairement, et donc il conviendra d'avoir un système d'assurance dont l'État assurera, justement, c'est le cas de le dire, la charge. Ensuite, sur la troisième question, les charges. Il y a le loyer, et puis il y a maintenant une part très importante qui ampute le pouvoir d'achat des ménages. Tout le monde sait que la hausse du prix de l'énergie a été, électricité, gaz, un élément tout à fait préjudiciable à beaucoup de ménages modestes ou de classe moyenne. Donc nous devons engager une politique forcément dans le temps. Ça sera ce que nous allons faire sur l'isolation des logements, puisque j'ai annoncé un plan d'1 million de logements isolés par an pour que nous puissions économiser l'énergie et donc abaisser les charges des locataires comme des propriétaires. Ensuite, nous introduirons un forfait de base, un prix qui sera abaissé pour les consommations minimales qu'un ménage doit faire pour l'eau, l'électricité et le gaz. Et puis, ceux qui voudront dépenser davantage paieront un tarif progressif. Ensuite, il y a la question tout à fait pertinente de ce que nous devons faire pour les personnes qui restent au domicile et qui sont âgées ou dépendantes. C'est un grand enjeu. Vous savez qu'il avait été promis une réforme de la dépendance. On l'attend toujours. Elle est promise encore. Je ne dirai pas par qui. Vous trouverez assez aisément. Mais, au-delà de la joute électorale, nous sommes conscients de l'enjeu. Permettre à des personnes âgées ou handicapées de rester au domicile. Mais si nous voulons qu'elles puissent être chez elles, ces personnes, ce qui serait d'ailleurs pour elles plus satisfaisant, pour leur famille plus facile, pour les visites, et pour, j'allais dire, les comptes publics plus économiques, car ça coûte moins cher de garder une personne à domicile que de la mettre en établissement. Nous devons faire un certain nombre de travaux, et c'est ce que vous avez évoqué, notamment pour les douches. Et donc, ça a l'air de rien, ces travaux. C'est comme la sécurité la nuit, les systèmes d'alerte. Nous avons à faire des investissements dans les logements pour permettre aux personnes âgées ou dépendantes d'y rester le plus longtemps possible. Eh bien, nous ferons un pacte avec les collectivités locales, et notamment les départements, pour favoriser le maintien à domicile. Et dans le cadre d'une première étape de la réforme de la dépendance, j'augmenterai le plafond de l'APA pour les personnes très dépendantes pour qu'elles puissent rester au domicile dans de meilleures conditions. Ensuite, Michel
Guido nous a fait un exposé tout à fait précis et remarquable sur la détérioration des aides au logement, ce qu'on appelle non plus les aides à la pierre, mais les aides à la personne. Et des injustices qui se sont créées. Elle a évoqué un sujet dont on parle peu, qui est la question des veuves ou des veufs. Ça peut arriver aussi. Moins souvent, il est vrai. Mais de ces personnes qui se retrouvent seules, qui jusqu'à présent avaient encore le bénéfice d'une demi-part fiscale et qui l'ont perdue. Et qui ainsi se retrouvent imposables à l'impôt sur le revenu et perdent le bénéfice d'un certain nombre d'allocations ou d'aides à la personne. Donc nous aurons à corriger cette nouvelle inégalité et nous avons aussi à revaloriser autant qu'il sera possible les aides à la personne en ayant à cœur de cibler encore davantage. Et je pense notamment aux familles monoparentales. Je pense à ces mères qui se retrouvent seules et qui élèvent leurs enfants dans des conditions extrêmement délicates et qui méritent là encore notre accompagnement. Et puis, je veux terminer là-dessus, il y a la question de l'encadrement des loyers. Il n'est pas question, de ma part, de vouloir un système administratif pour les loyers. Ça doit obéir à des règles qui sont celles de l'offre et de la demande. Sauf que, dans un certain nombre de zones dites tendues, il y a la tentation pour des propriétaires, au moment de la mise en relocation, c'est ce que vous évoquez, eh bien, d'augmenter le niveau du loyer. Ce que nous ferons, ce n'est pas de bloquer le loyer, c'est de faire que lorsqu'il y a une relocation, le loyer soit au niveau des loyers moyens de la zone considérée, de manière à ce que nous évitions un processus inflationniste qui fasse que le propriétaire aurait même intérêt à faire partir son locataire pour mieux augmenter le niveau du loyer. Nous aurons là, par l'encadrement des loyers dans les zones tendues, une manière de rappeler chacun à la modération, à une forme de discipline. Mais nous avons besoin de créer plus de logements. C'est la seule façon pour nous de maîtriser les prix. Et donc, c'était l'enjeu de cette réunion de ce soir. De vous convaincre, s'il en était besoin, que ça doit être non pas simplement une politique particulière, le logement, une dimension spécifique de l'action de l'État. Non, ça doit être une priorité globale de l'État, des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des promoteurs, des constructeurs, de toute l'activité du bâtiment. Il y avait une réunion à laquelle je n'ai pas pu aller, mais je suis venu suffisamment pour que mon langage soit compris, de l'ensemble des professionnels du bâtiment, qui apparemment ont des intérêts parfois contradictoires. Les mouvements HLM, les promoteurs, les associations qui se battent pour les logements d'urgence, et puis aussi ceux qui veulent investir dans le logement, bref, l'activité du bâtiment. Eh bien, ils se sont tous coalisés, au-delà de leurs différences, de leurs contradictions, pour dire le logement doit être une grande priorité pour les prochaines années. Eh bien, je partage cette ambition. Je sais qu'ici, si je faisais le tour de chacune et de chacun, des préoccupations qui les animent, qui vous animent, j'aurai sûrement le retour de cette priorité. Ceux qui sont logés voudraient être mieux logés. Certains ont tellement peur d'ailleurs de perdre leur logement qu'ils restent dans le parc social avec un habitat qui ne correspond plus à leurs besoins. Il y a un vieillissement de la population. Il y a eu des familles qui se sont installées dans un logement, puis ensuite les enfants sont partis, et les parents préfèrent encore vieillir dans ce logement à F5 de peur de ne pas pouvoir trouver un autre logement. Ce qui fait que ceux qui aujourd'hui sont dans une situation de famille n'arrivent pas à avoir l'appartement ou la maison qui correspond à leur situation. Eh bien, nous essaierons de créer de la mobilité. Et pour qu'il y ait de la mobilité, il faut qu'il y ait de la sécurité. Il faut que ceux qui quittent un logement puissent savoir qu'ils vont en retrouver un autre et de meilleure qualité. Voilà, mes chers amis, vous êtes venus très nombreux. Je vous en remercie. Je salue tous les professionnels
qui ont été réunis. Et je vous dis, on s'y met pour une autre politique du logement.